chez Olivier Morel, dans l'atelier d'Olivier Morel, qui est peintre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous réalisons la première vidéo pour célébrer les 20 ans de la maison d'édition, des éditions Courtes et Longues. Pour moi, c'était important de commencer par vous, parce que vous êtes les premiers auteurs de la maison d'édition, non seulement les premiers auteurs, mais aussi vous avez beaucoup contribué à la construction de la collection Toutes mes histoires de l'art. Donc on a un exemplaire ici dont vous êtes tous les deux les auteurs. Mais peut-être on peut d'abord raconter comment on s'est rencontrés, et c'est toi que j'ai rencontré en premier, Isabelle. Exactement, on s'est rencontrés dans une exposition Gauguin. Et à partir de là, on a parlé du monotype de Gauguin et puis de ton désir aussi de publier quelque chose sur Gauguin, et puis après de fil en aiguille, de tes rêves de maison d'édition. Mais on a travaillé ensemble pour Gauguin à Dada. Je t'avoue, Olivier, que je sais qu'on a travaillé pour Dada ensemble, mais je ne me rappelle plus pour quel numéro. Est-ce que tu te rappelles, toi? Je crois que le premier numéro... Ah, il faut que tu rapproches ton micro. Le premier numéro sur lequel on a travaillé, c'était aussi Gauguin, en fait. Parce que j'avais fait un numéro sur les dessins empreintes de Gauguin. Et c'est effectivement Isabelle qui m'a présenté à toi. Je pense que tu cherchais un auteur aussi pour faire des ateliers. Et puis après, d'atelier en atelier, ça a continué pendant pas mal de temps. Absolument. Et donc, quand j'ai monté la boîte en 2005, j'ai eu très envie de créer une collection d'histoire de l'art. À ce moment-là, arrivait l'histoire des arts à l'école, et il n'y avait rien dans le scolaire, il n'y avait pas de manuel autour du sujet. Et on a réfléchi tous les trois, en fait, à cette collection. C'est vraiment une naissance à trois. On a vraiment imaginé les choses ensemble. Est-ce qu'Isabelle, du point de vue de l'architecture de la collection, tu as des souvenirs? Ça fait déjà 20 ans, mais... Je me souviens très bien. Et ce qui m'avait énormément plu, c'est que d'emblée, tu voulais associer l'histoire de l'art à la création, c'est-à-dire aussi comment les artistes ont créé ces œuvres, et pas uniquement faire un catalogue chronologique. Donc je pense que c'était déjà l'idée d'une collection extrêmement ouverte, tous les sujets étaient possibles. Et puis cette connexion, et qui explique aussi notre travail tous les trois ensemble, pour cette édition était fort intéressante, parce que moi j'ai beaucoup appris justement en lisant aussi les ateliers d'Olivier, en regardant les techniques, et je pense que c'est indispensable. À l'époque, personne ne faisait ce type d'ouvrage. Toi, Olivier, tu te rappelles ce que ça a impliqué pour toi, ces premiers ateliers dans cette collection? On va peut-être rappeler ensuite comment elle s'architecture, cette collection, mais peut-être on peut dire 2-3 mots sur un énorme travail. Non, c'était très intéressant. Il y avait aussi, pour compléter ce qu'a dit Isabelle, il y avait cette idée d'offrir aux enfants des impressions de grand format, de très bonne qualité. Donc c'était vraiment l'idée de ne pas les réduire à ce qu'ils sont souvent, c'est-à-dire des petits formats avec des choses un petit peu... on dit que ce sont des enfants, donc on n'a pas besoin de mettre une bonne qualité. C'était vraiment l'idée de faire de très très bonne qualité au niveau des textes, au niveau de la mise en page aussi, qui était vraiment très importante. Et puis effectivement, comme disait Isabelle aussi, il y avait 5 ateliers. Les numéros étaient divisés en 5 chapitres, 5 modules, et à la fin de chaque chapitre, il y avait effectivement une proposition d'atelier. Et ce qui était passionnant pour moi, c'était à la fois de découvrir l'histoire de l'art à travers les textes de l'auteur, et puis en parallèle d'essayer à la fois de faire comprendre comment les artistes avaient travaillé, et surtout de réactualiser en fait ces pratiques, de dire que c'était toujours d'actualité et qu'on pouvait aujourd'hui encore découvrir des choses et s'en servir en fait dans le monde contemporain. C'est ça qui était vraiment important. Oui, parce que, comme tu le disais, chaque volume était constitué de 5 modules, en fait 5 caractéristiques essentielles du thème qui était étudié. Ça allait, le premier c'était l'art pariétal, puis il y a eu les nabis, l'impressionnisme, le symbolisme, etc. Enfin, des sujets relativement différents et qui portent encore aujourd'hui, puisque je sais que récemment on a vendu pas mal d'exemplaires de l'expressionnisme allemand, ce qui est un sujet fort difficile malgré tout. Donc 5 chapitres
qui éclaire 5 caractéristiques essentielles du thème, une introduction pour chaque chapitre, et puis ensuite des reproductions en grand format d'œuvres qui éclairent chacune de ces caractéristiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette architecture, Isabelle? Oui, c'est vrai qu'il y avait l'image et le texte, les deux dialoguant. Donc au départ, pour le travail, moi je faisais un choix d'images significatives. Mais je me souviens qu'on avait une très grande liberté dans ce choix. Et ça, c'est important parce que il y a une touche subjective quand même. Voilà. Donc il y a ces commentaires qui suivaient les images. Et, et donc c'est quand même une revue extrêmement visuelle. Et aussi, moi, ce que je trouve très séduisant dans cette revue, c'est sa couverture. Et je me souviens du travail de Rebecca Peldikian, oui. Qui était une maquettiste, qui est toujours maquettiste, absolument extraordinaire, et qui avait compris à quel point on avait besoin de rendre cette histoire de l'art vivante. Et je trouve qu'à la fois la construction, disons le squelette, voilà, la construction de chaque numéro qui se répétait, mais qui n'était jamais la même chose, le contenu n'était pas le même. Il y avait une forme d'unité dès le départ dans ta conception d'une collection, aussi avec Rebecca. Ouais. Oui, mais c'est vrai que le rôle de la graphiste de Rebecca était très important pour cela, mais votre regard est ton regard de conservatrice de musée. À l'époque, tu étais conservatrice au musée d'Orsay, et c'était quelque chose de très prestigieux pour nous d'avoir une auteure qui occupait un poste aussi important et qui avait en même temps l'œil de quelqu'un qui était dans l'institution, mais qui aussi avait l'œil qui savait vulgariser en quelque sorte le savoir de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'organisait pour toi, et les choix des images et les textes, l'écriture des textes? Oui, finalement, c'est pas très loin du métier de conservateur non plus, puisqu'on doit rendre accessibles les œuvres d'art, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Travailler pour les enfants, moi, ça m'a toujours passionnée. Donc les enfants, c'est pas une réduction du savoir, mais c'est présenter des choses différemment. Et finalement, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette collection, c'est qu'il fallait retrouver son regard d'enfant. Et ça, toi-même, tu insistais beaucoup là-dessus parce que c'était ta position face à l'histoire de l'art. Donc comment est-ce que ces images étaient choisies? Sincèrement, on choisissait quand même les plus connues, parce qu'on est bien obligé de construire avec des grosses pierres, voilà, de choses connues, mais aussi des œuvres moins connues et sans aucun tabou. On pouvait mettre des nus, on pouvait parler voilà, d'une histoire de l'art sans filtre pour les enfants, évidemment le plus juste possible. Donc c'était pas évident parce que ces 5 modules, c'est à la fois long et court. Donc le but était d'arriver à faire un équilibre, parce que tout se cristallise à un moment donné, et ça c'était peut-être ton regard final aussi sur éditorial. Oui, sans doute que ça c'est quelque chose qui devait passer par un filtre, mais outre la partie théorique, il y avait la partie pratique, et cette mise en jeu dans les ateliers, et il faut le dire, ce n'était pas toujours des ateliers. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que ça a été vraiment une de tes propositions, c'est-à-dire que c'était soit un jeu, soit un atelier. Et au début, je dois dire que j'étais un petit peu décontenancé par le fait de ta proposition qu'il y ait quelquefois des jeux, et en fait, ça s'accordait parfaitement bien à la collection. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu choisissais le fait qu'on passe d'un jeu à un atelier, ou comment tu concevais aussi les ateliers, parce qu'ils étaient très ambitieux quand même? Je crois qu'il n'y a pas de... Je n'ai jamais eu de méthode particulière. Je pense qu'à chaque fois, on s'est surtout beaucoup investi personnellement en fait, dans chacun des numéros. Isabelle disait qu'on faisait des choix d'images. Je dis on parce que d'une certaine manière, voilà, j'avais aussi mon mot à dire dans le choix des images. Et je pense qu'on a voulu se faire plaisir, indépendamment de ce qui se faisait aussi de façon courante dans l'histoire de l'art. Donc on a vraiment fait des choix parfois d'images très personnelles qui nous touchaient vraiment beaucoup. Et moi, c'était un peu le déclencheur des ateliers. C'est-à-dire qu'un atelier, c'est très difficile d'imaginer un atelier créatif à partir d'images qui n'inspirent pas. Et c'est aussi pour ça que ces choix étaient très personnels, parce que ça me permettait
en fait, ça enclenchait tout de suite quelque chose. Je voyais des choses à faire, et c'est comme ça que les ateliers se sont construits. Pour compléter aussi ce que disait Isabelle, elle disait qu'il y avait un désir d'avoir une vision d'enfance, en fait, de retourner un petit peu dans l'enfance. Moi, je dirais presque le contraire aussi, c'est-à-dire que moi, quand je fais des ateliers, il y a vraiment cette idée de m'adresser aux enfants comme s'ils étaient des adultes, c'est-à-dire vraiment de les prendre au sérieux et de faire passer des choses qui sont vraiment profondes, parce que la création, c'est quand même aussi quelque chose de puissant, de profond, avec beaucoup d'émotions, beaucoup aussi de savoir. Et ça, je voulais que ce ne soit pas quelque chose d'édulcoré. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on apprenait à faire des choses, mais que aussi on passait du côté de l'art, du créateur, de l'acte créateur. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment en jeu dans ton travail. Le jeu, je pense que c'était aussi pour apporter un petit peu de légèreté. Et donc, pour ne pas avoir que des choses à faire, mais aussi peut-être des choses à réfléchir. Voilà, mais il n'y avait vraiment pas de méthode particulière. Mais c'est vrai que l'idée, assez vite, s'est imposée de mettre un jeu dans chaque numéro. Pour dire, voilà, quelque part, on va essayer À chaque fois, les jeux, évidemment, étaient différents. C'était vraiment des processus très, très différents les uns des autres. Un jeu et un nu, tu le disais tout à l'heure, ça faisait partie de nos objectifs. J'ai l'impression que c'était un peu un choix éditorial. Oui, c'est tout à fait un choix éditorial, absolument. Il faut savoir que dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup de nus et que ça n'a rien de scandaleux. C'est pas quelque chose qui doit passer par une quelconque censure. Mais c'est devenu très compliqué aujourd'hui. Hein, oui, parce que, en fait, l'un des effets de ces numéros de toutes mes histoires de l'art, c'est qu'un jour j'ai fini par enseigner les ateliers que j'ai créés pendant des années, et que je peux te dire aujourd'hui que les enfants, que moi je censure souvent les images que je montre, parce que j'ai des réactions en direct qui sont vraiment voilà, les enfants refusent en fait aujourd'hui. À quel âge? 6-7 ans en fait. Il y a vraiment une sorte de censure du nu. Que tu ne sentais pas auparavant? Que je ne sentais pas auparavant. En l'espace de 10 ans, ça, je trouve que ça a beaucoup... Oui, mais comme la collection à 20 ans, comme la maison, hein, c'était la première... Voilà, donc tu as senti cette évolution au fur et à mesure. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement Olivier est un peintre de grand talent, mais c'est aussi un professeur d'histoire, de l'art, ou d'art. D'art plastique. D'art plastique, d'art plastique. Et donc, oui, tu travailles avec des enfants jusqu'aux adultes, ou c'est quelle tranche d'âge? J'ai une tranche art plastique qui est de 6 à 10 ans, et puis j'ai un cours de dessin, mais qui est en fait là assez éloigné de ce qu'on pouvait faire avec toutes mes histoires de l'art, de 11 jusqu'à 99 ans. D'accord. Mais effectivement, dans cette partie d'histoire d'art plastique pour les enfants, en fait, je mets en pratique les numéros, les ateliers que j'ai créés pour toutes mes histoires de l'art, avec cette même approche d'ailleurs qui débute par une présentation d'images, et ensuite on met vraiment les ateliers en pratique. Ce qui avait d'assez frappant, c'est que cette collection a été conçue pour des enfants de cours moyen jusqu'au collège, et en fait je me suis aperçu, chemin faisant, qu'elle était surtout utilisée par les classes maternelles. Et évidemment, alors je pense que les textes qui étaient ambitieux, malgré tout, même s'ils étaient travaillés pour un jeune lectorat, ils ne convenaient pas pour des tout petits enfants. Mais les institutrices s'employaient à restituer le savoir, et aussi, donc elles utilisaient les images, les grandes images, et ça c'est quelque chose de vraiment très important pour elles, d'avoir un grand format et de pouvoir utiliser ces grandes images, mais aussi elles restituaient les ateliers en les simplifiant, puisque pour des tout petits, sans doute il y avait des choses qu'elles devaient préparer en amont pour qu'il y ait moins de manipulation, mais en effet il y avait des choses qui étaient absolument formidables. Moi je me rappelle notamment dans le numéro sur les nouveaux réalistes,
une sculpture en Janus que j'adore encore. Je me demande pourquoi je ne l'ai jamais faite tout seul, pourquoi je n'ai pas fait cet atelier-là. J'en ai fait quelques-uns, mais pas celui-là. Il est toujours temps. Il est toujours temps. Dans les thèmes qui ont été choisis, est-ce qu'il y a certains qui te marquent plus que d'autres? Je me souviens du premier, je me souviens de l'art pariétal, parce qu'au fond, on s'était lancé quand même dans une grande aventure. Et voilà, donc il fallait dire beaucoup de choses. En plus, c'est un sujet sur lequel finalement on a beaucoup écrit, mais qu'est-ce qu'on sait réellement? Bon, ce sont beaucoup d'hypothèses. Et puis en plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup, puisque si je n'avais pas travaillé sur le 19e siècle, je pense que j'aurais aimé justement travailler sur la préhistoire. Mais d'autres sujets qui m'ont frappé, oui, l'art juif aussi. Oui, ça c'était ta proposition. Voilà, ouais, auquel je tenais beaucoup et qui était très original. Ouais. Et disons, ce qui m'a davantage frappé dans la collection, c'est justement son côté hétérogène, avec des sujets très différents. Et ça, aucune collection n'offrait justement la possibilité de passer la peinture de la Renaissance aux estampes japonaises ou à l'art aborigène. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et aussi, autour de cette collection, les rencontres qu'on a pu faire avec voilà, d'autres auteurs. Enfin, pour moi, ça a été important. Alors, je me souviens évidemment, en fonction aussi des personnes autour de cette collection, des sujets qui m'ont marqué. Par exemple, donne-nous un exemple. Alors, l'art aborigène, justement, avec Marine Degly et Olivier pour les ateliers. Après, Caroline Laroche pour les estampes japonaises. Donc, toujours des sujets qui sont hors art occidental. Et ça, aucune école, aucune institution, aucune collection d'histoire de l'art ne proposait cette vision généraliste sur l'art, voilà, l'art universel. Et finalement, parce que c'était il y a 20 ans, et depuis, on voit ce qui s'est passé au Louvre Abu Dhabi, cette vision transversale, aussi tout cet intérêt pour l'histoire des formes, autour de Panofsky et de Franck Castel. Finalement, ça te donnait raison dans ce désir d'universalité. Et moi, c'est ça qui me plaisait, c'est la variété. Olivier, tu sais ou tu ne sais pas que le numéro qui s'est le mieux vendu, c'est celui sur l'art aborigène. Est-ce que tu saurais, toi, est-ce que tu aurais une hypothèse pour nous dire pourquoi c'est celui qui a été le plus populaire? Dans ces 29 titres, il y a quand même 29 titres publiés. Vous avez beaucoup bossé. Moi, j'ai aussi beaucoup de très grande prédilection pour tous les numéros qui effectivement étaient art hors occidental. Et c'est vrai que parce que, comme le disait Isabelle, c'était des formes d'expression qui étaient peut-être moins représentées en histoire de l'art, et surtout pour les enfants. Et que par ailleurs, moi, ça m'apportait des pistes de réflexion et de créativité qui étaient très différentes de ce que moi je pratiquais déjà pour moi-même en tant qu'artiste. Et qui me semblait aussi, en termes de matériaux, peut-être un peu dans ce qui est davantage recherché aujourd'hui, de choses recyclables par exemple, d'utiliser des matériaux un petit peu dans tous les sens. Et ces formes d'expression, ce qu'on appelle les arts premiers, mais aussi la dynastie Qing par exemple, je me souviens, ou même l'art gothique ou l'art roman. Alors évidemment là, ça fait partie de l'art occidental, mais avant Renaissance, m'ont semblé parfois avoir des approches qui étaient pour moi beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches. Et il est possible, en tout cas l'art aborigène effectivement était pour moi vraiment des numéros les plus attractifs. Il est possible que le public ait ressenti ça et ait un peu la même sensibilité voilà, de choses moins représentées. Et on peut peut-être imaginer que le public qui a acheté le numéro de l'art aborigène, c'est aussi un public d'adultes et qui parfois s'est cultivé ou a envie d'accéder à cette créativité, voilà, pas forcément pour les enfants. Une fois de plus, il y a vraiment cette idée c'était des numéros, ce sont des numéros qui sont vraiment très bien écrits, en même temps très accessibles et qui s'adressent à tout le monde.
Ça, c'est vrai, on va revenir là-dessus parce que ça. J'ai un numéro fétiche, si Vas-y, vas-y. les navis. Ah bah oui, j'espérais bien que tu en parlerais. Voilà, avec cette couverture fantastique du tableau de Vallotton, de cet enfant qui court après un ballon, qui est vraiment iconique. Et vraiment, c'est un numéro que j'ai adoré faire, mais il était tellement facile, tu vois, qu'il ne m'a pas marqué comme un travail. Parce que certains numéros ont demandé beaucoup de travail. Et voilà, donc ça venait en plus, évidemment, de mon truc principal. Mais les nabis, ça coule de source, c'est lumineux, c'est magnifique. Et aussi, dans ma carrière, c'est une période de la création qui m'est très chère. C'est essentiel pour toi dans ta carrière. Absolument. Et puis, les collections d'Orsay sont exceptionnelles aussi. Alors, tout à l'heure, tu parlais des estampes japonaises. Et Olivier, dans ta création en tant qu'artiste, le Japon tient une place tout à fait particulière. Et dans ce numéro qui s'appelle Ukiyo-e, Image du monde flottant, tu utilises ton propre visage pour nous montrer certaines des figures que l'on peut extraire de l'art japonais, de l'art ukiyo-e. Est-ce que ce numéro a été particulièrement... Est-ce que tu t'en es senti particulièrement proche? Enfin, quel était le rapport avec ce numéro qui est pour lequel, dont le sujet est si proche de toi? Alors dans ce numéro, j'ai travaillé effectivement avec Caroline Laroche. Moi j'aime beaucoup les estampes japonaises et c'est vrai que ça faisait partie des numéros qui me tenaient beaucoup à cœur. Quand tu parles de ma représentation, de ma présence dans le numéro en tant qu'image ou sujet en fait de mes propres ateliers, je dirais que il y a beaucoup de numéros dans la collection dans lesquels c'était un petit clin d'œil, ça qui est un petit peu à part. C'est le côté Hitchcock. Voilà, c'est effectivement où j'apparais, mais aussi où Isabelle apparaît. Notamment dans l'art pompier, où je mets Isabelle en scène. Alors je ne sais plus exactement le titre du tableau, mais c'est une victoire ou non, c'est une décapitation. Je suis le bourreau, à la fois le bourreau. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc dans chaque numéro, effectivement, il y a un petit clin d'œil parfois, on se glisse comme ça dans les images. Ça faisait partie en effet des choses amusantes de la collection. Ok, et alors je sais que c'était beaucoup de travail et c'est une collection qui sans doute est une des plus belles signatures de l'histoire de la maison d'édition. C'est quelque chose qui ressemble à ses fondations en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou est-ce que c'était juste en plus? En tout cas, déjà merci beaucoup de nous associer à ce très bel épisode. Pour moi, ça a compté énormément. Parce que d'abord, on a travaillé longtemps ensemble. Donc, c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Et puis, au bout, ça fait une somme. Et puis, c'est toute une partie de notre vie. Et surtout, aussi, un travail collaboratif. Et avec Olivier, c'est la première fois où on travaillait vraiment ensemble, comme ça, dans la durée. Et franchement, c'était très agréable. Je ne vais pas dire que c'était toujours... au mieux, tout ça, mais franchement, c'était vraiment un très beau moment de notre vie et ça compte énormément. Toujours aujourd'hui, on en reparle et justement, moi je trouve que la revue, elle n'a pas pris une ride. Nous, on a vieilli, les photos sont là pour en témoigner, mais la revue, sincèrement, elle est toujours actuelle. Et toi, Olivier? Alors moi, j'étais aussi très heureux de cette expérience. Le fait effectivement de travailler de façon collective pour un artiste qui est souvent isolé dans son atelier, c'était vraiment une grande chance avec les différents auteurs, avec toi comme éditeur, avec Rebecca aussi pour la mise en page. Ça m'a apporté beaucoup en termes de connaissance de l'histoire de l'art, puisque j'ai absorbé à chaque fois toutes ces connaissances et donc ça m'a énormément ouvert l'esprit. Ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de... Alors j'ai peut-être un esprit déjà assez curieux en fait dans l'expérimentation, mais je vais donner un exemple. Alors il y a aussi l'enseignement, puisque j'ai enseigné aussi, je continue d'enseigner ces ateliers, mais il y a un point qui pour moi est un exemple un petit peu emblématique de cette collection. Ça se trouve dans un atelier du numéro sur l'art gothique. J'ai réalisé un atelier pour faire un labyrinthe. Et dans cet atelier, donc, je fais confectionner au lecteur des petits tampons qui vont permettre en fait, de créer une structure labyrinthique
sur un format relativement réduit. Et l'idée m'a tellement séduite que j'ai décidé de l'appliquer dans mon propre travail, et donc j'ai réalisé par la suite des très grands labyrinthes à partir de gravures beaucoup plus grandes. Et il se trouve que l'aboutissement de cet atelier, donc de ce travail, a donné lieu aujourd'hui au tissage d'un tapis. Donc en fait, le Mobilier National m'a acheté un carton de labyrinthe, et un tapis est en cours de tissage depuis déjà 3 ans. Encore de belles années, parce qu'en fait le rythme de tissage est extrêmement lent. Mais voilà, c'est une œuvre qui va faire 5 mètres 80 sur 3 mètres 80 à peu près. Et voilà, on est parti d'un atelier de la collection, et on a abouti voilà, cette commande. Donc, au Gobelin, voilà, savonnerie des Gobelins. Et donc, pour montrer, voilà, et il y a beaucoup d'autres choses comme ça que je ne citerai pas, mais qui ont aussi influé en fait sur mon travail artistique. Ah bah écoute, c'est un bel hommage, merci beaucoup. Et merci, moi je dois vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée et de tout le travail que vous avez donné dans cette collection qui existe encore, qui est toujours là et qui, je crois, a une singularité, une originalité et une force et une qualité qui sont vraiment tout à fait particulières, et ça c'est vraiment grâce à vous. Donc je vous remercie et merci de ce temps ensemble. Merci. Et on attend évidemment qu'il y ait d'autres numéros. Mais bien sûr, Olivier, si vous êtes prêt à rempiler, il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, on aime toujours. Moi aussi. Merci Jean. Merci.